Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler Critérium du Dauphiné 2025. Ce sujet qui vous plaît pas mal, donc on va refaire une petite chronique pour s'intéresser à cette course. On regardera dans cette vidéo le palmarès des années précédentes. On va regarder les coureurs présents pour cette édition. On va regarder également le profil de toutes ces étapes de cette 77e édition qui s'annonce très disputée avec quand même les trois derniers coureurs premier du classement général, le podium tout simplement complet du dernier général du Tour de France 2024 en la personne du troisième au premier de Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Donc trois gros favoris, les trois fantastiques qui seront alignés sur cette 77e édition du Critérium du Dauphiné 2025. On va regarder un petit peu tout ça. Donc découvrez dans cette vidéo la présentation complète du Critérium du Dauphiné 2025, 77e édition de cette course d'une semaine, course préparatrice parfaite pour le Tour de France. C'est un mini Tour de France d'une semaine. Donc le parcours de ce critérium confirme une fois encore le rôle clé de cette course dans la préparation du Tour de France. Du 8 juin au 15 juin, les coureurs engagés devront composer avec une montée en intensité progressive tout au long de 8 étapes, soit 1200 km au programme, des étapes vallonnées, un contre-la-montre lors de l'étape 4, stratégique, qui sera un vrai test pour les favoris au général, et donc ça s'annonce très disputé. Ça sera diffusé sur France TV et sur Eurosport. On a eu cette question en commentaire. France TV, ça alterne souvent entre France 2, France 3 et Eurosport en intégralité. Donc voici les trois grands hommes de cette édition du Critérium du Dauphiné. Ça fait plaisir d'avoir une belle course comme ça avec vraiment de beaux coureurs. Il y aura quand même 4700 mètres de dénivelé positive lors de l'étape 7 qui s'annonce vraiment une des étapes clés de ce Critérium. On va regarder d'ailleurs les étapes une par une. Donc l'entame dimanche 8 juin, étape 1 Doméra-Montluçon, 190 km en gros, assez vallonné, mais une étape qui devrait quand même sourire aux sprinteurs, sauf grosse surprise, parce que les côtes seront pas assez longues et intenses pour normalement causer du déboire. Alors tous les sprinteurs ne passeront pas certainement ces différentes bosses, mais normalement on devrait avoir un sprint dans les rues de Montluçon. Deuxième étape, Prémila-Issoire, normalement une nouvelle fois de plus, ça devrait être pour les sprinteurs. Une étape un peu plus plate dans le final que la veille, avec quand même pas mal de côtes répertoriées. Pourquoi? Parce qu'il faut attribuer un maillot de grimpeur, et donc pour qu'il y ait une bataille assez intéressante, on a classé beaucoup de côte de 4ème catégorie lors de l'étape 1 et lors de l'étape 2, ce qui ne serait pas le cas sur le tracé du Tour de France parce qu'il y a davantage de cols. Et donc là, on va vraiment chercher chacune des difficultés. Le 10 juin, étape 3, Brioude-Charentonnet, une étape beaucoup plus vallonnée, peut-être qu'elle sourira à des baroudeurs, même si on pourrait quand même avoir un sprint. Les difficultés seront quand même un peu plus importantes que les deux autres étapes, avec quand même des montées en altitude plus imposantes, quoi. L'étape 4, ça sera le premier rendez-vous pour les favoris au général, 17 km entre Charmes-sur-Rhône et Saint-Péray, 17 km de contre-la-montre. Un test pour ce pour ce critérium, pardon, je confonds avec Paris-Nice, un test pour ce critérium du Dauphiné et déjà un avant-goût du Tour de France où on aura deux contre-la-montre très importants, notamment un à Caen et un en côte. Donc là, un seul contre-la-montre sur ce Dauphiné, mais ça sera un test vraiment double, j'ai envie de dire. La cinquième étape du 12 juin, Saint-Priest-Mâcon, étape cette fois plus montagneuse, ouverte aux baroudeurs. Là je pense qu'une échappée ira au bout, ça sera peut-être une des seules occasions pour les échappés d'aller au bout. Pourquoi? Parce que le vendredi 13 juin, Valseron-Combloux, c'est une arrivée en côte, une arrivée importante pour les favoris pour répondre présent. Là je pense que les favoris voudront s'imposer pour taper un grand coup sur ce Dauphiné. Donc voici pourquoi les baroudeurs ne devraient pas s'exprimer. Samedi 14 juin, c'est l'étape clé avec un enchaînement de cols impressionnant. Col de la Madeleine, col du Glandon, suivi de la Croix de Fer et Valmenier. C'est l'étape avec le plus de dénivelé positif. On en parlait en début de cette vidéo. C'est l'étape qui représente quand même 4700 km de dénivelé positif en seulement 132 km. Ça va faire que de monter et de descendre. Et donc ça, c'est quand même un enchaînement de 3 cols hors catégorie qui figureront au programme d'une journée promise aux grimpeurs et surtout aux favoris. Le déboire autant pourrait être terrible pour un favori qui serait pas en jambes lors de l'étape 7. C'est l'étape clé. Faut retenir deux étapes pour l'instant. L'étape 4 qui est un contrôle à montre très importante et l'étape 7 c'est l'étape des déboires en montagne. Et la 8e étape pour finir en beauté au plateau du mont Saint-Cenis.
Donc voici la carte de ce critérium du Dauphiné 2025. Le palmarès, on avait dit qu'on en parlerait. Le dernier vainqueur, c'est Primoz Roglic qui a abandonné le Giro. Il ne devrait pas être présent sur ce Dauphiné pour défendre son titre. Jorgensen sera là. Derek G sûrement pas non plus. Il a fini 4ème du Giro, bien fatigué. Il ne devrait pas être aligné sur ce Dauphiné. En 2023, c'était Jonas Vingegaard. Il sera là. Primoz Roglic une nouvelle fois en 2022. Richie Porte, lui, est à la retraite. Daniel Felipe Martinez a fait un beau Giro en tant qu'équipier, mais pas à un niveau de jouer un général. Il sera sûrement pas sur le Dauphiné. Jakob Fuglsang, qui avait été l'homme du Dauphiné en 2019-2017. Depuis, il a bien vieilli, le Danois, mais il est encore dans le peloton professionnel. Geraint Thomas avait gagné en 2018 et Chris Froome en 2015-2016. Comme quoi, le palmarès montre que c'est des grands noms. Hein. Les Français qui ont bien terminé, le dernier Français à avoir remporté le Dauphiné, c'est Christophe Moreau en 2007. Mais des Français ont bien figuré. Romain Bardet, deuxième en 2016. Thibaut Pinot, deuxième en 2020. Et Guillaume Martin, troisième en 2020 aussi. C'était une belle année 2020 pour les leaders français. Donc c'est vraiment une très belle course cycliste, un avant-goût de l'été. Donc franchement c'est un régal. On a hâte de suivre ça en votre compagnie. La start list de jour en jour se complète. Hein. Maintenant on vient d'avoir l'info, Julien Alaphilippe sera certainement pas aligné sur le Dauphiné, mais plutôt sur le Tour de Suisse, en préparation quand même du Tour de France. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouvera Romain Bardet sur le Dauphiné parce qu'il prendra sa retraite internationale, sa retraite de coureur professionnel à l'issue de cette course qui est pour lui sa course préférée, là où il avait brillé la première fois au World Tour. Et sinon, les trois fantastiques ont déjà été annoncés. Evenepoel accompagné de Valentin Paretin, Charman et Louis Vervac. Charman pourrait être très utile pour Evenepoel parce que Charman il a déjà gagné une course un peu semblable comme Paris-Nice. Jorgensen, Vingegaard, Sepkus, trois leaders capables de gagner des courses d'une semaine ou de 3 semaines. Sepkus a déjà gagné une Volta, Jorgensen a déjà gagné le Paris-Nice à plusieurs reprises et Vingegaard, on va pas le présenter, c'est pas un petit nouveau, il a déjà gagné le Tour de France. La UAE, est-ce qu'on a l'équipe UAE de Pogacar, l'OVNI avec Sivakov, Soler, Narvaez? Pour l'instant, c'est pas une si grosse équipe que ça. On devrait avoir Joao Almeida, le Portugais, qui sera vraiment le lieutenant de montagne de Pogacar, le Slovène, sur le Tour de France. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Lenny Martinez, c'est vraiment pour moi notre grosse chance au général pour faire un podium ou un top 10, malgré que la concurrence sera rude. On aura un aperçu de la forme de Lenny Martinez pour jouer le Tour de France et le général, pourquoi pas, accompagné par Buitrago, qui pourrait être le premier leader en cas de déférence de Martinez, et Fred White. Donc une très belle équipe. Et sinon, je crois que tous les autres coureurs, on en avait déjà parlé dans les autres vidéos, donc on va pas se redire. Et on fera une vidéo une fois qu'on aura vraiment la start list complète, c'est-à-dire tous les coureurs de toutes ces équipes-là. Sinon, ouais, c'est vrai qu'on avait déjà un peu parlé. Si on s'attarde vraiment que sur les favoris, on a Enric Mas du côté de la Movistar, qu'on n'a pas vu courir depuis un moment, donc ça sera un beau test. On aura Carlos Rodriguez, tout comme Enric Mas, l'Espagnol, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu courir. Il y aura un test pour Paul Sexas, Louis Barret, pour voir ce qu'ils sont capables de donner sur une course avec vraiment une grosse start list au départ. Guillaume Martin, j'ai envie vraiment de voir ce qu'il est capable de donner. On sait que du côté de la FDJ, Gaudu n'est pas du tout capable de jouer un général. Alors Guillaume Martin recrute cette année, peut-être la solution. Skelmoseux, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu courir. Est-ce qu'il sera capable de faire un top 10 au général ou juste aller chercher une étape en montagne? Lui, ce qui fait son point fort, c'est qu'il est bon contre la montre, mais un peu faible encore en montagne. Alexei Lutsenko, il est vieillissant, mais c'est un coureur polyvalent, capable de jouer un général ou une victoire d'étape. Je pense que ça vaudrait plus le coup pour lui de jouer une victoire d'étape. Matteo Trentin, un seul coureur de connu pour Tudor. On sent qu'il y a vraiment un doute du côté de la Tudor. Ils vont faire Tour de Suisse, Dauphiné. Ils hésitent encore à aligner certains coureurs. Ils sont en recherche de points UCI World Tour. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'hésitation. Astana avec Terrada qu'on n'a pas vu depuis longtemps et Sergio Higuita qu'on connaît bien aussi. Voilà, je crois qu'on est passé un peu sur toutes les équipes. Skelmoseux, Guillaume Martin, Emmanuel Bourman qui est arrivé chez Cofidis. Malheureusement, il est moins performant parce que Cofidis a besoin à tout prix de points UCI, que ce soit au niveau des classements généraux, des victoires d'étape, des victoires sur des maillots distinctifs, des classements de maillots distinctifs. Cofidis pourrait être relégué en Pro Team à la place de World Tour et ça sera un gros inconvénient pour le budget de Cofidis, mais également pour les courses sur lesquelles elle pourrait se présenter. Astana était en grosse difficulté, ils ont fait un très gros début de saison. N'hésitez pas à aller regarder Bistro Vélo, ils expliquent tout ça très clairement pour savoir comment ça fonctionne pour les équipes World Team, Pro Teams et encore les ligues inférieures. Mais voilà, il y a vraiment une recherche de performance. Le calendrier de course est très bien étudié pour savoir comment s'aligner sur telle ou telle course, même quand vous êtes une équipe World Tour ou alors Pro Teams où vous répondez aux invitations, mais vous pouvez les cibler aussi.
Le palmarès complet, on l'avait dit, le dernier Français à avoir gagné le Critérium, c'est Christophe Moreau. Et avant lui, bah, c'était une nouvelle fois Christophe Moreau en 2001. Et avant, c'était de la Cuevas en 98. Et là, ça commence à dater. On voit que les Français répondent plus sur les courses à étapes d'une semaine ou de 3 semaines. C'est bien dommage, hein. Des grands noms hein, ont gagné le Dauphiné. Alejandro Valverde, Iban Mayo. Aucun vainqueur désigné. Ça devait être l'époque dopage. Bradley Wiggins, Janel Brajkovic, ça fait marrant de revoir tous ces noms-là. Andrew Talansky, ouais. Que de beaux noms, hein. La course de préparation par excellence du Tour de France. Certains préfèrent le Tour de Slovénie, c'était le cas de Pogacar de nombreuses années dans son Tour national, ou le Tour de Suisse, qui est un peu plus tard dans le calendrier, donc un peu plus risqué. Voilà les principaux favoris: Mas, Gall, Rodriguez, Kelmose, Martinez, Lipovic, Jorgensen, Evenepoel, Vingegaard, Pogacar. On ne devrait pas avoir de Primoz Roglic, même s'il est là, ça sera toujours une surprise, et ça sera quand même important de l'avoir parce que c'est un coureur expérimenté sur ce genre de course. En tout cas l'équipe, on se retrouvera pour l'intégralité de ce Critérium du Dauphiné, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, à réagir en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les fratés. Ciao ciao.